Je te trouverai charogne, un vilain soir. Je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du chaud. Tu verras cette belle assistance, tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici tant d'enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte cargo, feu m'importe, au mal fraté crasse, que le vent emporte, feuille morte, souci. Alors bonsoir les copains, aujourd'hui avec mon ami Lounès, nous avons envie de blablavouiller un tout petit peu autour d'un pamphlet relativement peu connu du grand public, un pamphlet de Céline contre Jean-Paul Sartre, qu'il appelle très amusamment d'ailleurs Jean-Baptiste Sartre. Donc vous allez nous entendre discutailler, blablavouiller autour de ce pamphlet. L'idée c'est d'essayer de creuser un petit peu, de voir ce qui se cache réellement derrière cette cataracte d'injures absolument sublime, qui à mon avis pourrait servir de répertoire d'injures pour les futurs humoristes français. Je pense à Greg Toussaint par exemple, qui me plaît beaucoup, mais il y en a tant d'autres qui pourraient, à mon avis, qui devraient s'inspirer de Ferdinand pour trouver de nouvelles insultes. Enfin, peu importe. Mais donc de voir derrière ces insultes quel est le propos fondamental, quel est l'objet fondamental ou le sujet principal de ce pamphlet, excusez-moi, contre Sartre. Voilà. Bonne émission à tous. Oui, j'aimerais aussi vous poser la question suivante. Vous avez dit tout à l'heure, en parlant de la langue française, langue royale, langue impériale, n'est-ce pas? Parfaitement. Il y a un gros reproche que l'on formule à l'égard de vos livres, c'est l'emploi des mots les plus ordinaires, je ne dirais pas les plus vulgaires, ni les plus grossiers, mais souvent on dit Céline est un écrivain qui se complaît dans les mots les plus bas et qui choisit en général pour s'exprimer le langage le plus commun. Et alors j'aimerais que vous nous donniez une explication, parce que je sais, moi je le sais, que vous êtes un défenseur de la langue française. Voilà, n'est-ce pas? Un jour, je dis à Maribel, justement, ceci, il me dit, je dis, moi, c'est une ordure, etc. Il dit, non, pas du tout. Parce que pour faire de l'ordure, il faut en être sorti, n'est-ce pas? Il faut justement en être très détaché. Et c'est mon cas. Je suis essentiellement raffiné et essentiellement plutôt puritain. Je bois de l'eau, je mange des nouilles et Et vous ne fumez pas? Je ne fume pas, je ne me connais aucun vice, je ne rien du tout. Et par conséquent, j'attends n'importe qui. Les hommes les plus vertueux sont les plus dangereux. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a reproché à Robespierre et ce qui a fini si mal. Et alors, l'histoire, c'est que cette ordure que vous maniez, je la manie, on reproche... En médecin, non? Ou à peine, on reproche à un peintre de se servir de la couleur caca dans le fond de ses tableaux. C'est un beau fond de caca, n'est-ce pas? Dans les tableaux, on en voit tout le temps, des tableaux en caca, il y en a partout. Mais c'est l'opposition des teintes qui fait les choses. I scorn for the days my lips so kiss my hands, so kiss my hands, so kiss my hands, so kiss my hands, better fly. I scorn for the days my lips so kiss my hands. Donc on est dans le deuxième épisode, on est d'accord? Oui, on est le deuxième épisode. Et j'ai envie de parler d'un petit pamphlet... Enfin, quand je dis ça, c'est un pléonasme, évidemment. Un pamphlet, c'est par nature, par définition, c'est un écrit court. Et le pamphlet dont j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui, c'est le pamphlet intitulé À l'agité du bocal de Céline, pamphlet contre Sartre, rédigé ou en tout cas publié en 1948. Et écoute, c'est une merveilleuse petite fessée anti-Sartre de 3 pages. Alors quand je dis petit pamphlet, donc
Donc pléonasme puisque par définition, comme dit l'Académie française, un pamphlet c'est court. On parle un peu par facilité des bagatelles pour un massacre, tu sais, ou de l'école des cadavres comme étant des pamphlets. Mais le professeur Foresson notait à juste titre qu'on commettait une erreur. En tout cas, on ne respectait pas la véritable définition du mot pamphlet. Tu vois ? Est-ce que tu connais la JT du bocal ? Oui, bien sûr. Oui. Tout le monde en a entendu parler. Tout le monde. Ce sera le sujet la plupart des Céliniens, des Célinolâtres, des Célinodules en ont entendu parler. Ce sera, je crois, le thème de l'émission. Une âme française, Louis le Dernier dit Céline, 2e épisode, Lounès Darbois au micro, et bien sûr, Lapine. L'émission de Lapine, dont il est l'animateur en chef. Voilà, alors aujourd'hui donc à la JT du bocal. Ce texte paraît en 48, je t'ai dit, en appendice d'un livre qui s'appelle Le Gala des Vaches d'Albert Parraz. Alors en fait, pour faire un petit point sur le déroulé des événements, Céline réagit à un article intitulé « Portrait d'un antisémite » que Sartre avait publié 3 ans plus tôt, tu sais, en décembre 45, en pleine épuration donc. Moment fort dangereux évidemment pour tous les écrivains dits de droite. Si Céline réagit si tard, en 48, je rappelle que c'est parce qu'il était exilé au Danemark entre 44 et 48, très occupé du reste à perdre ses dents au fond d'une geôle à Copenhague, ou à y attraper la pélagre. Enfin soit. Quand donc son pote Parraz lui envoie une copie de l'article, il lui écrit ceci, qui est daté du 13 novembre 47. Je te cite. « Bien merci pour les temps modernes que je reçois à l'instant. Je me jette sur Sartre. Vraiment l'individu est trop idiot, il décourage, il ne comprend rien, il est ignoble, c'est affreux. Il joue les labrouillères. Quel cafouillis, quelle impuissance. Chacal il est, mouchard, raté. Mais c'est un chacal qui ne sait pas rire, c'est l'atroce. Le chacal bien abject est intelligent, lui pas. Le chacal a son rire ignoble, lui pas. D'où cette furie, cette gesticulation absurde, cette infirmité épileptoïde, l'ordure. Et mon avorton au surplus, il râle dans ma crotte, il m'écœure. Tu parles d'une terminologie riche, mais c'est incompréhensible, lassant bafouillage confusionniste. Il relève du coup de pied au cul, de la trique. Je vais le torcher. Mais mon avocat ici me conseille d'attendre, de ne point animer la presse à mon sujet. Que mon état ici est encore trop précaire. J'aimerais surtout lui casser la gueule, le dérouiller à zéro. Il aura la surprise, je t'assure. Il n'emportera pas au paradis la phrase en question. Voilà, fin de citation. Donc, Céline choisit la forme pamphlétaire, ce qui lui permet toutes les licences du genre. Ainsi, insulte sur la personne de Sartre, sur son nom, sur son physique, son caractère, sa valeur littéraire, etc., etc. Il faut croire qu'il travaille très vite, puisque dès le 26 de ce même mois de novembre, soit 13 jours plus tard, il écrit au même Parraz, je te cite, « Une fessée pour Sartre est là, toute prête, mais il me faut l'accord de mon avocat. Je la crois assez bienvenue, cette fessée, croustillante, mais j'ai déjà terriblement payé pour mon brio. » Fin de citation. La question maintenant se pose de savoir où publier son pamphlet. Son choix se porte rapidement sur les cahiers de la Pléiade, dirigés à l'époque par Jean Paulhan. Mais bon, l'idée foire, le Paulhan recule devant la violence du machin. Et c'est donc pourquoi, finalement, Ferdinand propose à son pote Albert Parraz de l'intégrer en appendice de ce Gala des Vaches que je t'ai cité au début de l'émission. Bref, revenons maintenant à notre philosophe résistentialiste. À quoi ressemblait physiquement Jean-Paul Sartre ? Petit, vilain, exotropié, n'est-ce pas ? Il était atteint de cette espèce d'exotropie, c'est-à-dire les 2 yeux qui partent l'un dans un sens et l'autre dans l'autre. Or, Céline, comme toutes les photos des années 30 et 40 nous le montrent, c'est un beau gars. Il est bien bâti, il est plus grand que la moyenne. Il ne fait pas loin du 1,80 m. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu rentrer au 12e cuirassier à Rambouillet.
puisqu'il fallait, comme tu sais, une taille minimale d'un mètre 73 ou 75. Bref, il avait des yeux d'un très beau bleu-gris, qui ne laissait aucune femme indifférente, s'il faut en croire les nombreux témoignages qui nous en sont restés. Bref, c'est un beau gosse. Alors quand il attaque Tartron, comme on va le voir dans un instant, sur son physique, on pourrait croire simplement que c'est la réaction d'un Apollon méprisant le venin du crapaud. Mais avec Céline, les choses sont toujours un peu plus subtiles qu'elles n'en ont d'abord l'air. Céline, lui, est l'héritier finalement de la médecine d'Hippocrate, c'est-à-dire celle qui déterminait à chaque physique, un certain caractère, et pour lequel on se souvient par exemple des cercles pythagoriciens en Sicile. Pour entrer dans les cercles pythagoriciens, il fallait d'abord montrer un certain physique. On était d'abord jugé sur son physique. Oui, Aristote aussi avait fait ça, avait dit que les hommes qui ont des poils sur les épaules sont fainéants, voilà. Genre de choses assez amusantes. Donc, en fonction, c'est l'ancêtre de la physiognomonie. Non, ça s'appelle précisément la physiognomonie. La physiognomonie, c'est-à-dire l'étude des caractères par le physique. Et l'étude des caractères par le physique, c'est donc déterminant évidemment du temps des Grecs, mais ça traverse tous les siècles. Encore aujourd'hui, on parle de la bosse des maths, ou on dit encore le menton volontaire. Ce sont des traces, évidemment, de ces vieilles croyances qui ont traversé les siècles, et dont Céline est héritier. On se souvient par exemple Balzac, la comédie humaine. Tu te souviens? Eh bien, Balzac, on sait qu'il a établi les descriptions de ses personnages en se basant sur les travaux d'un médecin suisse qui s'appelle Lavater, ou Lavater, je ne sais pas très bien comment on prononce, c'est Lavater, qui a fait 4 volumes, si tu veux, où il montre différents... il fait des croquis. Exactement. Il tire des conclusions au plan psychologique. L'homme moral. français qui a fait ça au XVIIe siècle, c'est le peintre Charles Lebrun, qui est un homme qui a peint notamment plusieurs plafonds du château de Versailles, lorsque le château était construit. Et vous pouvez regarder les planches de physiognomonie, c'est difficile à prononcer, moi-même je bafouille, pour vous faire une idée de ce dont il s'agit. C'est assez curieux. Certains ont des physiques aquilins, d'autres ont des physiques léonins, ou même d'animaux un peu moins recommandables, évidemment. Voilà. Et Céline va évidemment jouer là-dessus dans À la Gîte du Bocal, bien entendu. Ça, mais on reviendra plus tard. Mais donc c'est l'héritier, on peut vraiment dire, c'est l'héritier de cette pensée pluriséculaire pour laquelle un physique disgracieux augure d'une morale, d'une pensée, d'une personnalité disgracieuse. Voilà. Et donc, il va jouer là-dessus dans la première partie du pamphlet qu'on va lire bientôt, tout de suite. Mais peut-être il faudrait revenir sur le rôle de Sartre pendant l'occupation. Sartre a eu 2 ou 3... Est-ce que c'est le grand résistant qu'on connaît, ou qu'on croit connaître? Lors de la guerre elle-même, a écrit dans Commedia, qui est un journal de théâtre qui était compromis avec l'occupant assez profondément. Il a fait des pieds et des mains pour faire jouer sa pièce de théâtre. Tout à fait. Il a même fait très bien devant qui c'était. Il a fait des pieds et des mains pour que Céline vienne assister à ses premières. En plus, voilà, donc bon. Mais pour revenir en arrière, tu te souviens en 40. Il était dans les Vosges en tant que soldat météorologiste, j'ai lu quelque part. Et tu te souviens, il a été capturé par les Allemands, jeté au stalag. Et ce qu'on sait peut-être moins, c'est que pour sortir de ce stalag, pour bien se faire voir, il écrit et fait jouer une pièce qui s'appelle Bariona. Pièce qui a été éditée dans le théâtre complet de Sartre, la Pléiade. Donc c'est accessible aujourd'hui. Et c'est cette pièce antisémite, profondément antisémite, qui va lui permettre de sortir du stalag. Donc il se fait bien voir, n'est-ce pas, des Sturmtruppler, ou je sais pas quoi. Des paratroopers. Des paratroopers. Il se fait bien voir des soldats, et donc est relâché, arrive à Paris au printemps 41. Grâce à une pièce antisémite, il faut quand même le rappeler. Ce même Sartre accepte de reprendre le poste d'un professeur juif au lycée Condorcet, Henri Dreyfus, je crois qu'il s'appelle, Henri Dreyfus quelque chose. Il prend sa place en sachant pertinemment bien qu'il reprend la place d'un juif révoqué par le régime de Vichy.
Ça nous montre déjà un petit peu le personnage, tu vois. Et il écrit évidemment, il tient une chronique littéraire pour cette fameuse revue ultra collaborationniste Comédia, que tu connais. Et c'est d'ailleurs, bon ça je le sais grâce à Émile Bramy, c'est un grand célinien que tu trouveras une excellente conférence de lui sur Sartre. Émile Bramy, c'est un de ces céliniens anti-Céline. C'est toujours assez curieux d'ailleurs, ces hommes qui vivent au crochet d'un autre pour le descendre finalement. Ils font toute leur carrière sur un homme, mais pour le descendre et pour être, pour dire en gros qu'ils sont l'élève qui a dépassé le maître. Enfin, ce genre de choses. Oui, c'est curieux. Je te trouve peut-être un peu sévère, mais bon, parfois j'ai écouté souvent des conférences de cet homme. Il y a une manière, il y a une espèce de manière de déprécier le travail de l'homme sur qui on vit grassement, probablement. Bon, je trouve ça curieux. En tout cas, c'est Émile Bramy qui nous rappelle que c'est la grande Sartreuse, donc c'est Simone de Beauvoir, évidemment, la grande Sartreuse qui va persuader Sartre d'arrêter de publier dans cette revue ultra collaborationniste parce que c'était trop dangereux. Ce même Bramy rappelle que pour L'être et le néant, qui paraîtra en 43, eh bien, notre cher Jean-Paul ou Jean-Baptiste doit passer par la censure allemande. Pourquoi tu dis Jean-Baptiste ? Écoute, c'est amusant. Céline fait semblant d'ignorer le prénom de l'intellectuel en vogue en l'appelant Jean-Baptiste plutôt que Jean-Paul dans ce fameux pamphlet qu'on va découvrir dans quelques instants. C'est une façon, si tu veux, de le déprécier, de le mépriser, de lui montrer qu'il ne connaît même pas son prénom. Et pour ça, il faut bien comprendre qui était Sartre à cette époque-là. C'était une huile, c'était un mandarin. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un sur un plateau de télé, devant, on va dire qui, disons carrément devant Macron, se présentait, que la personne ce serait Lucchini ou quelque chose comme ça, et qu'il disait, écoutez maintenant, Jean-Jacques Macron, moi je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que nous sommes ici, je ne sais pas très bien ce que vous faites, voilà, mais bon, en tout cas, moi, je travaille dans le théâtre et je puis vous dire que, et cela, ce serait à peu près ça. Mais est-ce que tu savais que l'amusant est que le père de Jean-Paul Sartre s'appelait Jean-Baptiste. Alors évidemment, le grand débat entre Céliniens, c'est est-ce que Céline savait le prénom du père ? Et même s'il le savait, quelle est l'intention, sinon que de déprécier ? Mais enfin, c'est quand même assez curieux. Je trouve la coïncidence est, sinon heureuse, en tout cas tout à fait frappante. Oui, alors il y a peut-être de ça, mais disons si on garde d'auteur de vue, finalement, c'est vraiment pousser le mépris jusqu'à dire, à faire le coup de j'ai oublié le prénom de la dame en face de moi, mais voilà, enfin c'est ce qui est pas mal du tout, quoi, parce que ces gens-là ne vivent que dans l'histrionisme et et la gestion d'image, quoi. En tout cas, pour revenir à notre Sartre, notre Jean-Paul Sartre, et non pas notre Jean-Baptiste Sartre, mais notre Jean-Paul Sartre. Je continue. À la fin de l'occupation, écrit des petites pièces pour Radio Paris, la fameuse radio allemande. Donc, au fond, il usurpe, enfin, si tu es d'accord avec moi, il usurpe l'état de résistant qu'il n'est certainement pas. Il devient l'intellectuel en vogue et donc remplace la place de Ferdinand, puisque qui était l'intellectuel finalement en vogue pendant l'occupation, c'était quand même Céline. Et enfin, comme Simone de Beauvoir l'a bien admis elle-même, il pique le style de Céline. Donc c'est vraiment un usurpateur à tous les niveaux. Encore une fois, Bramy l'explique mieux que moi dans cette fameuse conférence qu'on trouve sur YouTube. En tout cas, en décembre 45, quand il écrit dans une revue qu'il vient de fonder, qui s'appelle Les Temps modernes, il écrit que si Céline... Attends, il faut que je retrouve mes notes. Si Céline a pu soutenir, je crois, les thèses des nazis, Oui, c'est Sartre qui a dit. Céline a pu soutenir les thèses des nazis, en gros, et a pu écrire les livres qu'il a écrits, c'est parce que il avait été payé pour ça. Ce qui est très grave, c'est une accusation très grave à ce moment-là de l'histoire en plus. Ça constitue, de manière détournée, ça constitue quoi ? Ça constitue un appel au meurtre. C'est vraiment très grave de dire ça à ce moment-là. C'est parfaitement faux en plus et calomnieux. Et je voudrais prolonger une chose aussi, Lapine, tu sais, sur la question de la dissymétrie des physiques. Tu disais que selon les classiques, elle était éventuellement la preuve d'un certain comportement psychologique ou d'une certaine, ou en tout cas d'une certaine moralité. En tout cas, pour nos anciens, c'est lié. Oui, le physique réellement est lié au moral. Tout à fait. Il y a une unité dans tout pour nos ancêtres, ça c'est certain. Et finalement, les actes et les faits donnent assez raison
à cette vision classique des choses, puisque lorsque Céline a commencé ses fameux pamphlets, il s'agissait de l'année 1936-1937, puis il continue fin 37, il continue en 38, il écrit des pamphlets très durs qui peuvent le mettre vraiment à mal avec le pouvoir, mais il les écrit sous Léon Blum à cette époque-là. Oui, Puis, lorsque la guerre éclate, il écrit encore Les Beaux Draps, mais qui est un pamphlet non pas tourné contre une communauté ou pour attaquer ou pour dénoncer ou pour appeler à la vindicte ou pour jeter le discrédit sur un tel ou un tel. C'est pas un pamphlet dans ce sens-là. Non, c'est même curieusement un pamphlet assez positif, je trouve. C'est un pamphlet le plus positif des trois. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, bien sûr, c'est le pamphlet le plus positif des trois. C'est un pamphlet dans lequel Céline appelle les Français à une rénovation, à une rénovation spirituelle, intellectuelle, culturelle, par les arts, par l'école. C'est une célébration de la vie parmi les plus belles de la littérature française. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que, en gros, pour faire simple, sous le pouvoir qui lui est hostile, Céline attaque attaque vraiment bille en tête. Tout à fait. Le pouvoir. Et lui dit bien, je suis un Français chez moi, et voilà maintenant quelle heure il est. Et ce que ça me plaise, non, ce sera comme ça. Oui, c'est vrai. Puis, la guerre éclate, et finalement, les événements lui donnent, c'est pas lui donnent raison, mais les événements sont de son côté. Ouais. Et il pourrait très bien là accepter une place de mandarin qu'on lui tend de droite et de gauche, et dire désormais maintenant c'est moi l'intellectuel en vue, et maintenant je suis l'écrivain qui a la conscience du peuple français. Il aurait très bien pu jouer ce fait. Et il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il reste l'homme qu'il est, le médecin des pauvres, tranquille, qui continue sa vie à aider les siens et à être le littérateur délicieux qu'il est. Et d'ailleurs, et juste pour finir là-dessus, qu'est-ce que fait Sartre, lui? Tout le contraire. Dans les années 30, il cire les pompes à Céline en mettant en exergue une phrase de Céline d'une pièce de théâtre quasi introuvable de lui. Donc ça veut dire que c'est vraiment le fan. Sartre, c'est le fan de Céline. Tu parles de l'Église. Sartre, c'est le fan de Céline qui a été déniché dans les œuvres de jeunesse de Céline, comme le font tous les fans. Quand vous êtes fan d'un auteur, vous cherchez ses œuvres de jeunesse. C'est le coup classique. Je sais pas moi. Flaubert, tu prends les premiers. Etc. Vous êtes fan de Houellebecq, vous allez lire Approche du désarroi. Ou vous allez lire son bouquin terrible sur Lovecraft. Si vous êtes fan de Houellebecq, vous passez par là forcément, et là vous avez des surprises même d'ailleurs. Et tout ça pour dire, finalement, Sartre est le petit fan de Céline, oui, mais pour se retourner contre lui. C'est-à-dire qu'il le célèbre en allant chercher une phrase dans l'acte le plus subversif de sa petite pièce de théâtre de jeunesse. L'acte antisémite, tu dois le dire, le troisième acte. Tout à fait, bien que... Oui, tout à fait. Oui. Mais bien que le terme antisémitisme, il y aurait beaucoup de choses à dire sur. Bref, il faudrait définir le sémitisme pour définir sa contre, son antimatière, tu vois. Oui. C'est un peu ça. Bref. Et tout ça pour dire en tout cas que lorsque la guerre éclate, par contre, que fait Sartre? Il suit la tangente et il l'augmente en participant à Comédia, en donnant sa pièce de théâtre, en étant un petit homme à Paris qui s'est jamais caché ni à, je ne sais pas, il est pas du tout. On sait qu'il a porté des valises dans les années 50-60 comme on dit, mais on n'a pas vu qu'il ait fait quoi que ce soit lors de l'occupation et quand des bruits de bottes passaient dans la rue de Rivoli. Il me semble pas qu'il y ait quoi que ce soit de ce genre-là. Donc c'est pour dire en fait que d'un côté il y a un espèce de petit fan anxieux qui avance en baissant la tête, disons, et puis en la relevant tout d'un coup à la faveur d'événements dont il aurait plutôt dû se méfier. Ça, c'est Sartre. Et de l'autre côté, il y a un homme absolument en droit qui est resté toujours le même et qui est jamais entré dans une coterie ou qui a toujours refusé de se faire payer pour autre chose que les livres qu'il vendait. Il a même refusé le moindre article. Les journaux l'ont publié, mais l'ont publié à titre de Céline nous écrit une lettre. Oui, tout à fait. Et jamais il a dit je vous écris un article. Mais il le dira à la fin de sa vie. Je suis une femme gratuite, une femme du monde. Et pas putain. C'est pour ça qu'il tenait même en un certain mépris les journalistes comme Rebattet ou Brasillac. Il avait déjà quasiment à cette époque-là la petite phrase. En fait, il l'avait, mais de synthèse, bien que c'est pas lui qui l'ait formulé. Celui qui l'a formulé, vous le savez, notre mécène à tous ici au RFM, et qui est qu'une journaliste est une pute ou un chômeur. C'est ça, tout simplement. Donc oui, lui, Céline avait déjà compris ça. Non, mais c'est-à-dire qu'il s'est jeté dans la bataille. Je suis femme du monde, je me donne à qui je veux, mais je suis femme du monde et j'en veux plus. Ça, c'est comme ça que je fais. Et pas putain. Et ça, je refuse de faire le trottoir. Voilà, c'était la phrase de Céline. En tout cas, il l'a répété à la fin de sa vie. Il a même dit une chose tout à fait incroyable. Il a dit
Il a écrit au juge d'instruction, je crois, de son procès, tu sais, avant de pouvoir rentrer à Paris après ces années d'exil au Danemark. Les Juifs devraient m'élever une statue pour le mal que j'aurais pu leur faire et que je ne leur ai pas fait. Ce qui prouve bien, évidemment, qu'il était conscient que sa position, en tout cas de poète, prophète, certainement pendant l'occupation, lui aurait permis, évidemment, de faire du mal effectif. Ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a jamais fait. Il a mis une ce que Sartre, lui, a éventuellement pu faire. Si on regarde bien sa carrière, puisque... Mais Sartre voulait se mettre en avant, voilà. Il s'est compromis... Et lui a reçu une statue élevée, d'une certaine manière, on pourra parler de... Enfin, revenons peut-être à la JT du bocal. Revenons peut-être au texte, si tu veux bien. Je crois qu'on a suffisamment montré le rôle compromis de Sartre pendant l'occupation. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de lire avec toi cette fessée que Céline torche pour laver l'affront que lui fait Sartre, évidemment. Rappelons l'affront, c'est l'affront de Sartre qui dit Céline a été payée par les Allemands pour avoir écrit les livres qu'il a écrits. J'ai retrouvé quelque part cette fameuse phrase. Si Céline a pu soutenir les thèses socialistes des nazis, c'est qu'il était payé. Donc l'affront est énorme. C'est d'abord dire qu'il était payé, et en plus payé par qui? Par les Allemands. C'est-à-dire les ennemis toujours. Les ennemis que Céline a combattus sur le champ de gloire en 14-18. Les Boches, les Teutons, les Gothiques. Bon, donc l'insulte est double. Payé et payé par les Boches. C'était réduire Céline à une position... À bien regarder, si on veut être vraiment dans l'exactitude, cette phrase constitue quoi? Constitue une calomnie. Et une calomnie qui est doublée d'un appel au meurtre. À cette époque-là d'histoire, vu la tension qui régnait et vu ce qui s'était passé au début de l'épuration. Donc, c'est à la fois une calomnie et un appel à la... Alors, je vais te dire, je suis peut-être pas tout à fait certain d'être d'accord avec toi pour l'appel au meurtre. Calomnie, à mon avis, c'est une évidence. J'ai l'impression que Sartre tente de s'expliquer, si tu veux, les écrits de Céline, en se disant, bon, la seule option valable dans mon système de pensée, c'est qu'il aurait été payé parce que je vois pas autrement. Sartre, évidemment, pense avec Brasillac a été suspect de la même chose. Il a été tué. Il a fini fusillé. Oui, mais je veux dire, bref, oui, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer. Je suis pas sûr, si tu veux, que ce soit un appel au meurtre. Je m'arrête là. Je vais peut-être pas aller plus loin, mais en tout cas, la phrase « écrire ça en décembre 45, en pleine épuration », ça, toi et moi, nous sommes d'accord, c'était, évidemment, les conséquences auraient pu être très funestes si Ferdinand avait été à ce moment-là à Paris. Du ciel, comme tu sais, il a suivi l'intuition de Lucette. En juin 44, tu connais l'épisode, Lucette fait un mauvais rêve, on parle à Ferdinand, et ils font leur bagage et partent. Pas tout à fait, comme j'ai entendu dire récemment à la radio et à la télévision française, il n'est pas vraiment parti en catastrophe. Mais enfin bon, c'est un point secondaire. Bref, nous allons, si tu veux bien, Lounès, commencer la lecture de la JT du bocal. Bocal. Alors revenons peut-être sur le terme bocal. Pourquoi est-ce qu'il écrit à la JT du bocal? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, de désigner Sartre par la JT du bocal? Comment est-ce que tu comprends ce titre, d'abord? A priori, l'explication la plus plausible est que le bocal soit la cafetière, la tête, comme on dit en argot, la cafetière pour la tête, et que le bocal soit simplement la tête de Sartre, qui était un homme à tout petit corps et à grosse tête, et aussi symboliquement à grosse tête, oui, certainement, et que, comme il louchait, sa tête pouvait donner l'impression d'un bocal agité de poissons rouges allant d'un sens et de l'autre, et que, parce que bon, si vous regardez, il faut simplement dire à nos auditeurs de regarder qui était Sartre. Bon, bah voilà, le pauvre, il avait un défaut comme ça, c'est comme ça, mais voilà, je pense que la colère aidant, Céline était un peu au-dessus de, enfin voilà, il allait pas rendre la joue droite pour un coup reçu, surtout vu le coup très bas qu'il avait reçu. D'accord. Oui. Voilà, il attaque sur le physique. Écoute, moi, j'avais compris un peu comme toi au début. Je pensais vraiment que c'était une espèce de métaphore, si tu veux, pour désigner la tête ou la cervelle, si tu veux, de ce louche exotropié, n'est-ce pas?
Je sais pas si tu connais la commentatrice célinienne aujourd'hui morte malheureusement au feu, Nicole Debris. Oui, bien sûr. Tu connais? Extraordinaire Ouais. livre de biographie sur Céline de Nicole Debris. C'est un Préfacé livre par Marcel Aimé, une référence ce oui, bouquin. oui. Elle a notamment aussi écrit. Il était une fois Céline, je crois. Tout à fait. Oui, c'est ça. Puis elle a commis un petit ouvrage qui s'appelle Esthétique de l'outrance dans Bagatelle pour un massacre. Ou esthétique. Bref, vraiment c'est une commentatrice tout à fait remarquable. Et elle, j'ai lu quelque part qu'elle expliquait que par le bocal, il fallait comprendre ce bocal plein de formol, tu sais, d'alcool, dans lequel elle voit s'agiter encore un petit peu notre petit merdouilleux tétard, tu sais, notre petit Sartre. Elle le voit, tu sais, comme une espèce tu vois cette métaphore. C'est possible, mais alors ce serait une référence vraiment très érudite. Mais tu sais, un peu Vraiment, comme Hemingway, comme ouais. tous ces auteurs qui passent Ouais, leur ouais. temps à boire Ouais, et à ouais. s'agiter dans les idées, mais en fait, ils sont déjà morts. Un peu comme ces bocaux de formol, tu sais, dans lesquels tu vois tous ces animaux morts ou ces fœtus morts, etc., qui sont conservés dans l'alcool. C'est très plausible que ce soit ça. J'aurais pas pensé. Tu vois. En revanche, moi, je viens d'apprendre quelque chose que j'ignorais, c'est que en argot, à Paris, depuis la fin du XIXe siècle, le bocal désigne à la fois l'estomac et l'anus. Ce qui prend évidemment un tout autre sens, puisque à l'agité du bocal, c'est à celui qui s'agite dans mon anus. À celui qui s'agit dans mon anus. Et on va voir qu'effectivement, le texte conforte une telle interprétation des choses. Ce qui n'enlève rien évidemment à ce que tu penses, ce que tu expliques et ce que je comprends à la suite de Debris. Mais ça donne une couche peut-être plus stable à l'interprétation. Bref, je commence la lecture, tu m'interromps absolument quand tu veux. Je ne vais peut-être pas tout lire. Tu m'interromps quand tu veux, quand il y a un problème de lexique, de vocabulaire, ou des références chronologiques. D'accord ? Bien fait, Thierry. Je ne lis pas grand-chose, je n'ai pas le temps. Trop d'années perdues déjà en temps de bêtises et de prison. Mais on me presse, adjure, tarabuste. Il faut que je lise absolument, paraît-il, une sorte d'article, Le portrait d'un antisémite par Jean-Baptiste Sartre. Je parcours ce long devoir, jette un œil, ce n'est ni bon ni mauvais, ce n'est rien du tout. Pastiche. Une façon de la manière de. Tu vois ce que ça veut dire, une façon de la manière de? Oui, c'est un thème qui revient beaucoup des Bagatelles pour un massacre en 37. C'est que les écrivains écrivent en chromo. Bon, c'est le thème qui revient aussi à la fin de. Mais à la manière de quelqu'un d'autre. Oui, Il copie, pastiche. Parce qu'en fait, il critique. Céline est un anti-Montaigne. Il critique la langue de Montaigne et le style des écrivains qui consiste à se copier défendre des idées et à avancer des arguments. Et ils se copient les uns les autres et surtout. en plus, qu'ils se copient en le faisant. Et une belle réflexion sur que doit être le style d'un écrivain dans Bagatelle pour un massacre. Tout le passage qui concerne sur Gandon, Yves Gandon, merveilleux. Et un petit peu avant aussi. J'avance. Ce petit JBS, toujours au lycée, ce JBS, toujours au pastiche, la manière de Céline aussi, et puis de bien d'autres. Rien de grave, bien sûr, j'entraîne un certain nombre au cul de ces petits la manière de. J'entraîne un certain nombre au cul. Qui puis-je, étouffant, haineux, foireux, bien traître, demi-sensu, demi-ténia. Ils ne me font point d'honneur. Je n'en parle jamais, c'est tout. Progéniture de l'ombre, d'essence. Oh, je ne veux aucun mal au petit JBS. Son sort, où il est placé, est bien assez cruel. Puisqu'il s'agit d'un devoir, je lui aurais donné volontiers 7/20 et n'en parlerai plus. Mais page 462, la petite fiente, il m'interloque. Ah, le damné pourri croupion. Qu'ose-t-il écrire? Si Céline a pu soutenir les thèses socialistes des nazis, c'est qu'il était payé. Oh là! Textuel. Voici donc ce qu'écrivait ce petit bousier pendant que j'étais en prison, en plein péril qu'on me pende. Satanée petite saloperie gavée de merde. Tu me sors de l'entrefesse,
pour me salir au dehors. Anus, Caïn, pfui. Que cherches-tu? Qu'on m'assassine? C'est l'évidence. Ici que je t'écrabouille. Oui, je le vois en photo. Ces gros yeux, ce crochet, cette ventouse baveuse. C'est un cestode. Que n'inventerait-il ce monstre pour qu'on m'assassine? Ok. Alors, À peine sorti de mon caca. Oui, pardon, excuse-moi. une petite chose, qu'est-ce que c'est qu'un cestode? C'est un Ah, il faut expliquer. ténia. Un bien sûr. ténia. Et qu'est-ce que c'est qu'un ténia? Un ténia, c'est un ver solitaire. Qui s'agite au fond de ton anus. Ouais, des intestins. Voilà. Donc, à l'agité du bocal, à l'agité de mon anus, Ouais, c'est ça. à la- Ce serait ça. Donc, ce- ça pourrait ce- tenir. celui qui s'agite au fin fond de ma fiente. Tu vois, qui est en train de se noyer, on le voit bien dans la fiente célinienne. Bref, que n'inventerait-il le monstre pour qu'on m'assassine? À peine sorti de mon caca, le voici qui me dénonce. Le plus fort est que page 451, il a le fiel de nous prévenir. Un homme qui trouve naturel de dénoncer des hommes ne peut avoir notre conception de l'honneur. C'est vraiment scandaleux. Et puis ça, c'est la langue nôtre, mais Attends. au Oui. qui il parle, quoi. C'est grotesque. Et en plus, Oui. Céline n'a jamais dénoncé personne. Mais jamais, bien C'était entendu. vraiment, mais Il y a à cette espèce de l'opposé. vieille légende, tu sais, cette espèce de vieille légende depuis Lucien Sampé, ce journaliste, c'est Non, toujours mais la lobe de grotesque, l'humanité. mais jamais Céline aurait fait. Non, mais une tout ça a été chose comme démontré, archi démontré, mais Céline, c'était un médecin, il a soigné tout le monde, quelque confession que ce soit, pendant toute sa vie, y compris gratuitement souvent, pendant les guerres. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est Ah, grotesque et... laisse-moi c'est grave, quoi. mon cher ami, laisse-moi terminer cette citation absolument mielleuse et Tout à fait. mielleuse de notre de notre tartron. Alors écoute, un homme qui trouve naturel de dénoncer des hommes ne peut avoir notre conception de l'honneur, même ceux dont il se fait le bienfaiteur, il ne les voit pas avec nos yeux. Sa générosité, sa douceur ne sont pas semblables à notre douceur, à notre générosité. On ne peut pas localiser la passion. C'est extraordinaire. Il manque plus que les mots conscience, équité, justice, enfin tout le baratin des loges, quoi. C'est génial, quoi. Notre conception, on dirait Mélenchon à la tribune, c'est fabuleux, quoi. Et notre patrie républicaine aussi, pourquoi pas. Enfin, mais c'est grotesque, quoi. Alors, donc, je te rappelle que notre Céline commence par dire, tu sais, quelques paragraphes plus haut, il avait dit « J'entraîne un certain nombre au cul ». Tu vois la métaphore, j'entraîne un certain nombre au cul. Simplement, Céline va évidemment prendre ça concrètement. Il va filer la métaphore, mais dans le concret. Puisqu'il dit maintenant « Dans mon cul où il se trouve, on ne peut pas demander à JBS d'y voir bien clair, ni de s'exprimer nettement. JBS a, semble-t-il, cependant prévu le cas de la solitude et de l'obscurité dans mon anus. JBS parle évidemment de lui-même lorsqu'il écrit page 451. Cet homme redoute toute espèce de solitude, celle du génie comme celle de l'assassin. Comprenons ce que parler veut dire. Sur la foi des hebdomadaires, JBS ne se voit plus que dans la peau du génie. Pour ma part, et sur la foi de ses propres textes, je suis bien forcé de ne plus voir JBS que dans la peau d'un assassin, et encore mieux d'un foutu d'honneur, maudit, hideux, chiant pourvoyeur, bourrique à lunettes. Voici que je m'emballe. Ce n'est pas de mon âge, ni de mon état. J'allais clore là. Dégoûté, c'est tout. Je réfléchis. Assassin et génial. Cela s'est vu, après tout. C'est peut-être le cas de Sartre. Alors ici, évidemment, je m'interromps 2 secondes. Première partie, on a compris la métaphore filée, tu sais. Il traîne au cul, une espèce de sous-demi-bouse de fiente de pangolin. Bon, on a compris. La deuxième partie qu'il va aborder ici, c'est une question évidemment beaucoup plus profonde qu'il pose à Sartre. Bon, il est assassin, ou en tout cas il a envie de l'être, mais génial. Comme si pour lui, l'un n'était pas antinomique de l'autre. Tu comprends? Assassin et génial. On connaît par exemple le peintre Caravage, par exemple. Tu sais. Oui, bien sûr. Qui a C'est ça. un peintre fabuleux du clair-obscur, qui est même l'initiateur, le lanceur de ce style.
Et qui a était assassiné. un homme qui se battait en duel très souvent et qui était un homme violent, qui ne les poursuivi jamais- par le Ouais, Vatican c'est ça. toute sa vie et qui va terminer Il a fini sur une tué plage. de manière très violente. C'était un pré-Pasolini, quoi, d'une certaine manière. Quoique Ouais. je pense pas qu'il avait les mêmes penchants que Pasolini. Oh, Non, il était. Caravage, il était je crois l'amant d'une prostituée qu'il a peint plusieurs fois sous les traits d'une. Oui, mais je crois qu'il aimait l'oignon aussi, tu sais. Je crois qu'il avait. J'ai pas entendu parler de ça. on Mais voit bon, les il avait des vapeurs. mœurs italiennes alors. Comme Oui. ici en France, on disait ça pour. Oui, c'est Pour l'humanisme. qualifier l'homosexualité, c'est qu'on disait qu'en fait, on appelait ça avoir des mœurs italiennes. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, l'italien serait le Latin lover ou enfin, je sais pas. Non, bah, si, ce serait ils quoi, aiment ce se serait prendre quand même. C'est le manzo, quoi. Ce serait un peu ça. Et Oh, alors, enfin, 2 doigts dans le fion de temps en temps. Non, c'est très italien. En tout cas, la en tout Renaissance. cas, c'est pas français. Voilà, et tant mieux, quoi. Oh, tu Enfin, serais, je sais tu pas. serais étonné. Ouais, peut-être. Mais Tu bon. crois que la France caille est épargnée? C'est aussi pour ça peut-être que j'aime tant la France. C'est vrai, Pas oui. tellement les autres pays. Mais bon, bref. Ok. Et, En tout cas, bon, ouais. en tout cas, pour revenir au sujet, Caravage était un assassin, techniquement. Pourtant, il était génial. ouais. Donc, la question que pose Céline. Mais le même reproche, Roberto Succo ou d'autres. ou tant d'autres, je sais pas moi, Proust qui faisait torturer des animaux pour en tirer des pages, ou qui payait. Bon, il y a une conférence très très intéressante que tu trouves. Steiner, tu vois ce philosophe juif Steiner, tu vois? Georges Steiner. Je crois que c'est Georges Steiner. Attends, il faudrait que je Oui, ok, retrouve. je vois, ouais, ok. Ouais, on Parce que coupe. on prononce Steiner, mais c'est Steiner. comme Stein ou quoi, on sait Oui. jamais comment on prononce. Si c'est un génie, c'est Einstein. Mais, ouais, si c'est, mais on retrouvera en post-production, on mettra le lien, certainement, mais où il explique que Proust, par exemple, payait des femmes pour se brouter le minou, si tu veux, devant lui, enfin, ce genre de choses. Bref, c'est clair. de l'après-guerre de 14-18. Bref, en tout cas, il est certain que Ferdinand, on a chez Céline l'impression, si tu veux, qu'il y a une espèce de amoralité chez lui. Il n'est pas tellement attaché à la morale des gens. Par contre, c'est un adulateur de la beauté physique, de la fluidité des formes. Mais pour la morale, il dit bon, je m'en contente, peu importe ta morale. Et c'est un peu ce qu'il va dire ici à propos de Sartre. Bon, ok, il est assassin, en tout cas, il voudrait l'être, puisqu'il veut m'assassiner. Bon, mais génial, parce que la question pour Ferdinand, c'est génial. Donc je reprends le texte. Assassin et génial. Cela s'est vu. Cela s'est vu. Après tout, c'est peut-être le cas de Sartre. Tu vois, il pose la question fondamentale. Au fond, l'artiste et la morale. Tu vois, c'est peut-être le cas de Sartre. Assassin, il est. Il voudrait l'être. Bon, là, c'est évidemment du mépris génial. Assassin, il est. Et puis il se reprend. Il voudrait l'être. Tu vois, là. Il voudrait l'être. C'est entendu, mais génial. Petite crotte à mon cul, génial. C'est à voir. Oui, certes, cela peut éclore, se déclarer, mais JBS, ses yeux embryonnaires, ses mesquines épaules, ce gros petit bedon, ce gros petit bidon, Ténia bien sûr, Ténia d'homme, situé où vous savez, et philosophe. C'est bien des choses. Il a délivré, paraît-il, Paris à bicyclette. Tu connais l'épisode? Oui, bien sûr, parce que Sartre se baladait à bicyclette. Il y a ce fameux, tu sais, il y avait un reportage, je crois que c'est dans Paris Match, enfin, je ne sais pas. On le voit, tu sais, photographié sous tous les angles, à bicyclette, délivrant Paris. Enfin bon, bref, les initiés. Il y a eu les mêmes photos de lui. Les initiés comprendront. Vendant l'UMA. Enfin, bon, oui, les initiés comprendront. Bref. Bon, ça c'est le problème évidemment du pamphlet, c'est que c'est très fort inscrit dans l'actualité de l'époque, donc il te faut une excellente édition avec des notes critiques essentielles pour piger toutes ces allusions, parce qu'aujourd'hui, un gamin aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne ce genre de choses? Je l'ai pas dit, mais j'utilise l'édition canadienne, tu sais, l'édition critique établie, présentée et annotée par un certain Régis Tetamanzi. C'est une édition faite au Canada, je crois que c'est au Québec, par les éditions 8. Alors tu sais, tu commandes ça sur internet et tu reçois ça plusieurs semaines plus tard. À mon avis, enfin, j'affirme que c'est la seule édition critique des pamphlets valable pour une étude sérieuse de Céline. Je pourrais faire une émission entière sur les fautes qui traînent sur internet. Tu sais, quand tu veux lire les pamphlets, il y a des fautes absolument toutes les 2 lignes. C'est une horreur.
Bref, je continue. Alors donc, il a délivré, paraît-il, Paris à bicyclette. Il a fait joujou au théâtre, à la ville, avec les horreurs de l'époque, la guerre, les supplices, les fers, le feu. Allusion évidemment aux pièces de théâtre, huis clos et les mouches qu'il a fait jouer sous la botte allemande. Mais les temps évoluent et le voici qui croît gonfle énormément. JBS, il ne se possède plus, il ne se connaît plus. D'embryon qu'il est, il tend à passer créature. Le cycle. Il en a assez du joujou, des tricheries. Il court après les épreuves, les vraies épreuves. La prison, l'expiation, le bâton. Et le plus gros de tous les bâtons, le poteau. Le sort entreprend GBS, les furies, fini les bagatelles. Il veut passer tout à fait monstre. Il engueule De Gaulle, du coup. Fin, à mon avis, de la première partie de ce pamphlet qu'on pourrait facilement diviser en 3 parties. Oui. Donc, portrait évidemment éminemment méprisant, cette petite crotte au cul. La question évidemment qu'il pose maintenant fondamentalement, derrière ce rire qu'il provoque chez le lecteur, c'est une question profonde. Quel est le lien entre la morale et l'art? Est-ce qu'un artiste est défini forcément par une bonne morale? La morale du vainqueur, en l'occurrence. Est-ce que c'est sa morale qui fait de lui un artiste? Tu comprends? Oui, bien sûr. La morale demeure la même, quels que soient les événements. C'est-à-dire que la calomnie, c'est pas la morale. C'est-à-dire que l'appel facile, la dénonciation facile, c'est pas la morale non plus. Donc ça n'empêche pas que s'il appelle à l'assassinat de Céline, ça n'empêche pas qu'il puisse être génial, le Sartre. Céline pose la question, bon, ok, tu veux m'assassiner, d'accord, tu es une sous-merde. Il suffit de regarder, en fait, d'ouvrir une page de Sartre, ce que plus personne ne fait. D'ailleurs, je suis désolé, il faut le dire, c'est que plus personne ne lit Non, d'accord, Lounès. Qui, lorsqu'il était vivant, était lu notamment parce qu'il était un mandarin, qu'il était dans l'establishment, si on peut dire. Et finalement, son style littéraire est un style lourd, c'est indigeste. D'accord, Lounès. Ici, il pose la question. Ok, tu es indigeste, tu es une sous-merde, une sous-fiente, tu es une sous-crotte, mais ça n'empêche que tu pourrais être un génie. Alors, j'aborde maintenant la deuxième partie, et on va vraiment rentrer dans le fond du propos, parce que Céline, derrière cette espèce de cataracte d'insultes tout à fait géniales, au fond, pose une question très fondamentale. On la découvre ensemble. Il veut commettre l'irréparable. Il y tient. Les sorcières vont le rendre fou. Il est venu les taquiner. Elles ne le lâcheront plus. Ténia des étrons, faux têtard. Tu vas bouffer la mandragore. Tu passeras succube. La maladie d'être maudit évolue chez Sartre. Vieille maladie, vieille comme le monde, dont toute la littérature est pourrie. Attendez JBS avant que de commettre les gaffes suprêmes. Tâtez-vous. Réfléchissez que l'horreur n'est rien sans le songe et sans la musique. Je m'arrête 2 secondes sur cette phrase, à mon avis, fondamentale. Je te répète, Lounès. Et réfléchissez que l'horreur n'est rien sans le songe et sans la musique. L'horreur, tu es une merde, tu es une sale petit caca de fianteux bouseux pangolin, mais ton horreur, si tu veux que ça devienne... l'art, c'est y mettre du songe et de la musique. Tu es moralement une sous-merde. Sartre n'était pas un artiste, c'était un intellectuel, et un intellectuel assez lourd, c'est-à-dire un mandarin. Un moraliste, un gavé de moraline. Un intellectuel d'État, disons. Ceci est bien, ceci n'est pas bien. Démonté après 45, pourquoi notamment? Parce que... un rabbin, au fond. Tu as ce qui est permis par la loi, ce qui n'est pas permis par la loi. C'est ceci est bien, ceci n'est pas bien. Tu passes ta vie à catégorie. Quand il dit nous et vous, enfin en gros c'est un peu ça, c'est vrai, mais il y a aussi le fait tout simplement très profond qui est ce que Céline appelait la pesanteur, c'est que lui, Sartre, c'est quoi? C'est un intellectuel d'État qui réfléchit assez lourdement, qui manque d'intuition, qui manque de lyrisme, qui manque d'état de grâce un peu. Parce que ce dont Céline vit en permanence, lui, il vit que de la grâce, de la beauté pour elle,
Et c'est comme ça finalement que il s'en sort assez bien. Et aussi, c'est peut-être comme ça que lui, Céline reste moral, en ne dénonçant jamais, mais en étant dénoncé, en épargnant toujours, mais en étant lui pas épargné, en pardonnant, mais en n'étant pas pardonné, etc. Enfin, ça, c'est aux gens qui examinent vraiment les biographies, ce sera à eux de bien mettre ça en valeur, parce que finalement, pour un défenseur de Céline, même aujourd'hui, il y a combien de Émile Bramy ou vous voyez, ou de petits articles dans les journaux à chaque fois qu'il y a un nouveau livre de Céline qui sort parce qu'on en a retrouvé les manuscrits, chose qui va arriver bientôt. Oui, on fera une émission là-dessus. Droit à toute la collection des articles de journaux avec les bien pensant, bien sûr. Les phrases automatiques contre Céline qui sont quoi, qui sont artistes, qui sont peut-être un bon écrivain, mais un homme ignoble, tous les trucs dont on qualifie les vrais génies français, qui sont les Morand, les Céline, quelques autres, mais surtout Morand, Céline, puisqu'ils procédaient eux de la même forme. Céline l'a dit sur Morand. Bon, bref, c'est un autre sujet. Ouais. Mais c'est simplement de dire que finalement cet homme-là a été généreux et n'a pas tellement vécu de la générosité publique, c'est le moins qu'on peut dire, et que comme souvent, quand il y a une situation de tension, c'est bizarre, mais on s'en prend aux hommes forts, ou en tout cas aux hommes qui apparaissent forts. En tout cas, il lui dit ceci. Il lui dit ceci. Réfléchissez que l'horreur n'a rien sans le songe et sans la musique. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il écrit le songe et la musique avec une majuscule. Tu vois, l'horreur n'a rien sans le songe et sans la musique. Donc il met toute une importance énorme sur le songe et sur la musique. Le songe, c'est le rêve. La musique, c'est le fait de mettre en musique. C'est suivre les muses, n'est-ce pas? Je vous vois bien Ténia, certes, mais pas Cobra du tout. Ça, c'est très très profond. C'est dit là, le Ténia, tu sais, ces espèces de petits cafards, petits vers de terre là, vers de fiente. Mais il devient comment Cobra? Par la flûte, par le pouvoir de la musique. Or, il est bien merdouilleux, bien sûr, comme un petit Ténia, mais il lui manque la flûte qui l'élève, qui le dresse comme un cobra bien élevé. Oui. Or, comme tu sais, c'est une image traditionnelle depuis les Égyptiens, dans beaucoup de traditions, que le cobra, la tête élevée, est signification de résurrection, ou en tout cas signification de divinité. Céline, là, est l'héritier d'une tradition, si tu veux, du serpent sacré, du serpent dressé vers le haut, pas vers le bas. Oui, c'est une figure que l'on retrouve dans toutes les religions. Mais soit positivement, soit négativement, effectivement. Tout à fait. Tu as le serpent vers le haut, qui est, par exemple, Moïse, tu te souviens, dans le Sinaï, présente un serpent dressé vers le haut, en disant à son peuple, atteint d'une maladie, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est de la lèpre, peu importe, en disant, celui qui regardera ce serpent sera guéri. C'est le serpent dressé vers le haut. C'est le même serpent que tu retrouves dans le symbole par exemple, d'Asclépios, d'Esculape. Le dieu de l'hygiène, le dieu de la bonne santé, si tu veux, chez les Grecs. Il y a donc ici, chez Céline, quelque part, tu vois, en disant, je vous vois bien Ténia, certes, donc petite crotte fianteuse à mon cul. C'est-à-dire que le Ténia, en fait, ici, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un Ténia qui est quoi? Un espèce de sous-serpent. Puisqu'un Ténia, c'est quoi? C'est ça. De petit serpent, mais serpent qui vit dans le noir, mais qui n'est pas capable de danser ou de se redresser. Voilà. Lui, Céline, il est quoi? Il parle de Cobra parce que lui, il est quoi? Il est le charmeur de serpent. Il est celui qui vit par les ondes et par le charme, par la musique. Oui. Ces choses-là. Et il s'oppose à quoi? À Sartre, qui est le petit homme des profondeurs, qui avance en mettant le poing dans sa poche et en se disant, c'est l'homme du ressentiment, selon Nietzsche, qui va se venger demain et qui ne vit que pour ça, quoi. Balzac disait, c'est quoi? C'est dans Splendeur et misère des courtisanes. C'est Balzac qui dit plus sa vie est ignoble, plus l'homme y tient. Elle devient alors une protestation, une vengeance de tous les instants. Je vous vois bien Ténia, certes, mais pas Cobra du tout, nul à la flûte. Voilà tout le reproche, nul à la flûte. Tiens, je m'arrête parce que tu sais que dans l'Évangile selon saint Luc, tu as cette phrase, je te la récite de mémoire en grec, Heulies amen humin kai ouk orchesaste. Vous êtes sur RFM, la radio de l'érudition, hein. Vous avez hellénistes. Non, mais bon, voilà, il s'avère que je sais un peu ça, mais donc tu as Jésus qui reproche aux hommes de cette génération, il leur reproche aussi, il dit, nous vous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé.
Donc ce thème de la flûte, si tu veux, de Jésus qui dit aux hommes de sa génération, je vous ai joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Ce thème de la flûte, tu le retrouves partout chez Céline, avec cette même idée. Il vous manque à tous de la flûte. Vous êtes lourd, pesant, bourbeux, crasseux, fianteux, purulent. Vous êtes lourd. Tu te souviens à la fin de sa vie? Lapine, est-ce que ces références de Céline viendraient de l'évangile ou viendraient d'autres sources? Parce que, comme on dit, il est assez critique de la religion chrétienne. Oui, mais attention, tu peux toujours tout dire et son contraire avec Ferdinand. Hein. Il n'était pas natif du Gémeaux pour rien. Céline a reçu une éducation catholique quand il était jeune. Il a été pendant 1 an ou 2, je crois, dans une petite école religieuse du centre de Paris. Score Louvois. Oui, c'est ça, il me semble. Je suis pas assez. Ah oui, non, je peux me tromper. C'était peut-être une communale, celle du Score Louvois. Oui, non, d'accord. Oui, je suis pas assez familier de Paname pour ça, mais en tout cas, il est certain. Et puis il y a plein d'allusions dans son œuvre pour ceux qui sont familiers du catéchisme catholique, où l'on voit évidemment une influence du catholicisme ou de la religion catholique sur sa perception des choses. Ça, c'est une évidence. Il y a une flûte, l'artiste possède cette flûte, il taille cette flûte, n'est-ce pas? Et il la fabrique, il la taille, et il en fait usage pour faire danser l'humanité. Tu vois? Le grand reproche que fait finalement ici Sartre, c'est tu prétends être un artiste, mais tu n'as même pas de flûte. Ou il n'y a rien qui flûte chez toi, il n'y a pas de musique. Tu es là, pesant, cacateux, fangeux, plein de morale. N'est-ce pas? Mais tu ne flûtes pas. Tu comprends comme c'est profond. D'ailleurs, il va le dire. Il dit ceci. Il prend l'exemple, par exemple, de Macbeth. Tu sais, de chez Shakespeare, bien sûr. Il dit Macbeth. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que du grand guignol et des mauvais jours, sans musique, sans rêve. Ce n'est que du grand guignol. C'est une espèce de théâtre absolument ridicule, sans musique, sans rêve. Le reproche est profond quand tu penses. Il continue, vous êtes méchant, sale, ingrat, haineux, bourrique. Ce n'est pas tout, JBS. Ce n'est pas tout, JBS. Cela ne suffit pas, il faut danser encore. Donc le reproche, c'est pas de dire tu es une bourrique, tu es une sale merde. Non, mon reproche, c'est que tu danses pas. Voilà mon reproche. Donc c'est vraiment attaquer Jean-Paul Sartre là où ça peut le faire le plus mal. Vous êtes méchant, sale, ingrat, haineux, bourrique. Ce n'est pas tout, JBS. Cela ne suffit pas. Il faut danser encore. Je veux bien me tromper, bien sûr. Je ne demande pas mieux. J'irai vous applaudir lorsque vous serez enfin devenu un vrai monstre. Que vous aurez payé aux sorcières ce qu'il faut, leur prix, pour qu'elles vous transmutent, éclosent en vrai phénomène, en Ténia qui joue de la flûte. Donc il faut, mon cher Sartre, Tartron, Étron, Jean-Baptiste, tu dois payer. Alors il appelle successivement les sorcières, les muses, enfin on a compris, c'est toujours la même idée. Tu dois payer de ton propre sang, comme il dira à la fin de sa vie. Il faut que tu mettes ta peau sur la table. C'est la tienne que tu dois mettre sur la table, pas celle des autres. C'est très très bien de menacer ma peau. Tu veux effectivement m'écorcher ou me faire écorcher, mais c'est pas comme ça que tu seras agréable aux muses ou aux sorcières, que tu auras payé ton écho, n'est-ce pas, aux sorcières. Tu comprends? Donc le reproche, évidemment, il est fondamental. C'est radical. Ça rejoint ce que tu disais sur y a-t-il pour Céline que la morale ou y a-t-il d'autres choses? Effectivement, il faut qu'il y ait la grâce, disons. Enfin, il faut qu'il y ait une grâce qui tient de la grâce de la danse à peu près. Tout à fait, mais cette grâce, cette grâce ne s'acquiert pas parce que tu seras moral. Oui, c'est ça. C'est ça. Chez Céline, il y a un côté amoral, si je puis me permettre. Jean Rousseau avait une phrase très belle à ce sujet-là. Il disait: on n'affronte pas le réel avec des principes, mais avec de l'énergie. Donc il lui dit ceci. Je veux bien me tromper, bien sûr, je ne demande pas mieux. J'irai vous applaudir lorsque vous serez enfin devenu un vrai monstre, que vous aurez payé aux sorcières ce qu'il faut leur prix pour qu'elles vous transmutent, éclosent en vrai phénomène en Ténia qui joue de la flûte. M'avez-vous assez prié et fait prier par de Noël, supplié sous la botte, de bien vouloir descendre vous applaudir? Je ne vous trouvais ni dansant ni flûtant. Vice terrible à mon sens, je l'avoue. Mais oublions tout ceci, ne pensons plus qu'à l'avenir. Tâchez que votre démon
tâchez que votre démon vous inculque la flûte. Tu vois, il utilise indifféremment démon, sorcière, muse. Tu comprends? Tâchez que votre démon vous inculque la flûte. Flûte d'abord. Regardez Shakespeare, lycéen. 3/4 de flûte, 1/4 de sang. 1/4 suffit, je vous l'assure, mais du vôtre d'abord. Avant tous les autres sangs. L'alchimie a ses lois. Le sang des autres ne plaît point aux muses. Pour ce qui était infiniment drôle ici, mais ça c'est grâce à mon édition critique canadienne, j'ignorais que Le sang des autres, c'était le titre d'un roman de Simone de Beauvoir. Donc c'est très amusant parce que il y a un double sens. Le sang des autres ne plaît point aux muses, ça veut dire le roman de grande sartreuse ne plaît pas, mais ça veut surtout dire c'est ta peau que tu mets sur la table et pas celle des autres. Donc regarde Shakespeare, 3/4 de flûte, 3/4 de musique, 3/4 d'inspiration, 3/4 de travail et 1/4 de sang. C'est vrai que Shakespeare, du Macbeth, Hamlet, c'est plein de sang, bien sûr. Mais c'est surtout inspiré, c'est musical, c'est poétique, et donc c'est génial. Donc, vouloir croire qu'on atteint au génie en voulant tuer, en voulant assassiner, en voulant donc finalement dépasser certaines limites morales, ça ne garantit pas du tout de la génialité. Effectivement, Céline reconnaît, bien sûr que la génialité a l'air d'être amorale la plupart du temps. Elle est en dehors de la morale. Mais c'est pas parce que tu vas en dehors de la morale que tu es génial. La réciproque n'est pas vraie. Un peu ce qu'on pourrait dire, je sais pas moi, au Raphaël Enthoven ou au Moix et tous ces gens-là qui croient atteindre au génie en écrivant des livres qu'ils estiment subversifs ou en assassinant leur propre famille. Mais c'est pas parce que tu craches sur ta famille que tu es génial. En revanche, tu peux être génial et effectivement paraître amoral, ça bien sûr. Céline le reconnaît, bien sûr. Il peut y avoir du sang dans Shakespeare, c'est pas de fleurs bleues. Mais il y a de la musique. Le propos est profond, à mon avis. Enfin, je sais pas ce que tu penses, Lounès. Enfin bon, ceci mis à part, je vais essayer, on va essayer de terminer, on va essayer d'aller vers une certaine, pas une conclusion, parce que je crois je termine. L'alchimie a ses lois. Le sang des autres ne plaît point aux muses. Réfléchissons. Vous avez emporté tout de même votre petit succès au Sahara sous la botte avec vos mouches. Que ne troussez-vous maintenant 3 petits actes en vitesse de circonstance sur le pouce? Les mouchards. Très très bien. Très très bien. Bref, je saute et je lis juste les 2 dernières lignes. Quel avenir, JBS, que vous en ferez des merveilles quand vous serez éclos vrais monstres. Je vous vois déjà hors de ma fiente, jouant déjà presque de la flûte, de la vraie petite flûte, à ravir, déjà presque un vrai petit artiste. Sacré JBS. Voilà, je crois qu'avec ça, on va s'arrêter. Mais donc, peut-être pour résumer, pour conclure, il me semble que Céline met le doigt sur le plus grand reproche qu'il fait à tous les auteurs de sa génération et tous ceux qui prétendent, n'est-ce pas, au génie, c'est qu'ils ne mettent pas leur peau sur la table, ils ne font pas comme Marsyas dans l'Antiquité, ils ne sont pas écorchés par le dieu Apollon, ils restent donc dans leur peau, et en restant dans ta peau, tu es lourd, tu es crasseux, chassieux, bourbeux, fianteux. Et puis aussi, ceux qui font ça souvent se mettent avec les autres, puisque ils veulent rester médiocres et ils ont besoin d'autres médiocres pour les soutenir. Bien sûr. D'être à plusieurs pour peser et de tout leur poids. De tout leur poids. Et que les vrais artistes sont lyriques, sont légers. Et je crois que nous allons nous envoler nous aussi. Merci de l'invitation, Lapine. Merci à toi, Lounès. Merci à toi. Ceci, pourquoi est-ce que vous avez été emmené à Simia? Pour la question très simple, à Paris on ne demandait qu'à m'assassiner, j'aurais même pas vu la cour de justice, moi. J'étais assassiné, soit l'Institut dentaire, soit la Villa Saïd, tout était prêt, je me suis sauvé, esquivé, parce que je ne voulais pas être assassiné, ni moi ni ma femme. On m'a tout volé, bon c'est entendu juste une petite misère, on m'a tout pris, oui, on m'a foutu en prison là-bas au Danemark, j'ai fait 2 ans de réclusion, bien, tout ça c'est banal, mais absolument, je suis femme
femme du monde et non pas putain, n'est-ce pas? Par conséquent, j'ai des faiblesses pour qui je veux, mais mon Dieu, je veux dire aussi ce que je veux, n'est-ce pas? Une femme du monde, elle a un choix dans un salon, n'est-ce pas? Mais on n'a pas à lui dire, dites non, mais non, tandis que si la femme est professionnelle, elle prend le client, n'est-ce pas? Moi, le client ne m'intéresse pas. Je suis femme du monde, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà le petit côté de l'histoire. Ils sont très difficiles. En ce moment-ci, on les explique mal parce que le monde est matérialiste et ils se demandent pourquoi, est-ce qu'il a fait ça, c'est qu'il avait un intérêt. Mais je n'avais aucun intérêt. J'étais uniquement sacrificiel. Je me sacrifiais pour mes semblables. Oh ben, ils n'en valent certainement pas la peine. Et dame, j'ai essayé de leur faire couper à la guerre. Ah ben, c'est une chose qu'ils ne conçoivent même pas. Ça leur est pas plus compréhensible que la quadrature du cercle, qu'on se jette dans une mêlée gratuitement. Et je suis gratuite. Je suis femme du monde. Je suis gratuite. Der Arme kann von Strafe sagen, denn seine Sprache ist da.